Un paradoxe brutal traverse aujourd'hui le Sahel. Plus de 2 millions de déplacés, mais déjà 1 million de retours annoncés. Derrière ces chiffres qui semblent se contredire, des villages entiers se rallument, des marchés rouvrent, des routes jadis mortes se remettent à respirer. Comment expliquer ce renversement soudain, sinon en regardant de près le pari risqué qu'a engagé Ibrahim Traoré avec son projet de souveraineté par le travail et la sécurité locale, et surtout jusqu'où cette dynamique fragile peut-elle aller avant de se briser ou de transformer définitivement le Burkina Faso? La situation qui se dessine au Burkina Faso porte une promesse mesurable. Comprendre comment un pays autrefois morcelé par la peur retrouve une cohérence sociale et territoriale. Au cœur de cette trajectoire se trouve un bénéfice déterminant pour quiconque observe la région. Saisir comment la sécurité locale devient un levier de transformation durable. Le retournement en cours n'est pas une narration héroïque, mais une mécanique précise. Routes dégagées, villages réoccupés, services publics remis en marche grâce à une stratégie où chaque avancée sécuritaire soutient une avancée civile. Si cette architecture tient, elle dévoile un enjeu immense. La capacité d'un État sahélien à stabiliser son territoire sans s'en remettre entièrement aux soutiens extérieurs. Et une question s'impose, semblable à une ligne de tension sous le sable. Qu'arrivera-t-il si cette cohérence encore fragile se fissure soudain ou, au contraire, si elle s'ancre définitivement? Deux éléments, longtemps négligés par les observateurs extérieurs, apparaissent soudain comme déterminants: la vitesse du redéploiement sécuritaire et l'ampleur réelle du retour d'1 million de déplacés. Ces deux dynamiques, combinées à la présence de 28 bataillons rapides déployés sur le nord et le centre, révèlent un changement d'échelle rarement vu dans le Sahel contemporain. À partir de là, le contexte se recompose. En 2021-22, près de 40% du territoire burkinabé échappait au contrôle de l'État, laissant des villages entiers vides, des routes coupées et des écoles muettes. L'arrivée d'Ibrahim Traoré introduit une ligne directrice simple: sécuriser d'abord, ancrer ensuite. Cette logique s'est matérialisée par la reconquête progressive des axes, la réouverture des marchés, le retour des forages et la présence conjointe de soldats, de médiateurs civils et de techniciens chargés de restaurer les services essentiels. La méthode n'est pas spectaculaire, mais séquentielle: dégager, stabiliser, habiter. Dans plusieurs localités du Sahel occidental, les premiers retours s'effectuent dès 2023. Les convois humanitaires franchissent ce qui était encore, quelques mois plus tôt, des zones de feu. Les familles reviennent par centaines, souvent avec peu de biens, mais avec la certitude que la route est protégée. Cette dynamique inspire une reconstruction quotidienne. Écoles repeintes, puis laissées réparées, marchés réinstallés sous protection discrète. C'est dans cette chaîne d'action modeste que se lie la logique du capitaine devenu chef d'État. Ibrahim Traoré ne présente pas ce mouvement comme une victoire militaire, mais comme une discipline civilo-sécuritaire destinée à transformer des zones libérées en espaces vivables. Les habitants l'expriment différemment. Ils parlent de protection retrouvée, d'eau accessible, de trajets plus sûrs pour les enfants. Le cœur du récit est là: une évolution graduelle, enracinée dans la routine. À mesure que ces signes s'accumulent, une question ouverte de P1 trouve son premier écho. La dignité peut-elle réellement remplacer la dépendance lorsque les fondations matérielles commencent à tenir? Dans les premiers villages réoccupés, ce ne sont pas les discours officiels qui donnent le ton, mais les trajectoires silencieuses de ceux qui reviennent. Awa, institutrice revenue après 2 ans d'exil, ouvre chaque matin une salle de classe blanchie à la chaux. Les pupitres sont neufs, les cahiers proviennent de la dernière distribution,
et un soldat veille simplement pour garantir que l'école reste ouverte. Autour d'elle, la routine se recompose. Enfants alignés, cloches qui sonnent, mères qui attendent devant la porte. Rien de spectaculaire, mais tout y est essentiel. Un peu plus loin, à Suleiman, l'ancien déplacé devenu réparateur de mots, l'impact se lit dans le bruit des outils et l'odeur d'huile brûlée. Son atelier, construit avec des tôles rouillées, attire désormais une file régulière de clients. Là où il fuyait chaque semaine, il travaille désormais chaque jour. Ce contraste résume la logique du redressement. Sécuriser d'abord, puis laisser la vie reprendre avec son propre tempo. Ces personnages ne sont pas des symboles fabriqués. Ils incarnent les premiers effets mesurables du modèle mis en œuvre. Leurs gestes répétés, leurs allers-retours au marché, leurs conversations devant les puits restaurés deviennent autant d'indicateurs sociaux. Quand Awa parle d'avenir pour ses élèves, quand Suleiman évoque la stabilité retrouvée, ils révèlent avant tout une chose: le retour de la normalité agit comme un ciment diffus qui renforce la cohésion du territoire. Au-delà de ces histoires, une interrogation s'impose, brève et tranchante. La stabilité peut-elle durer? Avant 2022, les routes du Nord étaient coupées, les convois civils immobiles et les villages réduits au silence. Après la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, un basculement net apparaît. La transition s'installe, les priorités se resserrent et la reconquête devient la ligne directrice. Tout commence par un principe opérationnel clair: frapper vite, tenir longtemps. Ce passage du désordre à la méthode marque le point d'ancrage du récit. La réorganisation militaire prend forme en quelques semaines. Les bataillons rapides se déploient, le commandement se simplifie, les zones rouges se cartographient. Là où les convois n'osaient plus passer, les premières patrouilles mixtes s'aventurent. Les routes sont d'abord sécurisées, mètre par mètre, puis ouvertes par tronçons entiers. Les villages fantômes voient revenir des équipes civiles chargées de réparer les puits ou de rétablir les écoles. Cet enchaînement rapide crée une impression de mouvement continu, presque mécanique. Dans le Sahel occidental, la reconquête débute à l'aube de 2020. Les familles reviennent par centaines. Les écoles rouvrent leurs portes. Les marchés testent leur première réouverture. Le président par intérim traverse les provinces sans caméra, cherchant à ancrer l'idée que chaque avancée doit immédiatement s'accompagner d'une présence civile durable. Ce couplage, sécurisé puis habité, devient la colonne vertébrale du processus. Puis vient la contre-pression. Été 2024. Des attaques réapparaissent près des frontières du Niger et du Mali. La réponse ne se fait pas dans l'urgence mais dans la cohérence. Le redéploiement s'effectue sans rupture. Les patrouilles s'étendent. Les autorités locales reprennent leur registre. Les marchés hebdomadaires tentent de maintenir leur cadence. Le retour administratif devient un signal. L'État revient sous sa forme la plus élémentaire, celle d'un visage connu et d'une promesse tenue. Au fur et à mesure, la société entière réapprend son rythme. Les ONG observent une baisse des déplacements internes. Les commerçants empruntent de nouveau les routes entre Ouaïgouya et Dori. Les radios locales recommencent à diffuser en langue régionale. Ce renouveau progressif intrigue les capitales voisines. On s'interroge: comment un pays isolé a-t-il pu regagner du terrain après tant d'années d'érosion sécuritaire? La réponse pour les officiers sur place tient en un mot: cohérence. Ibrahim Traoré articule chaque étape comme une pièce d'un système unique. La sécurité n'est pas séparée de la vie civile. Elle en est le socle. Là où d'autres stratégies misaient sur la force ponctuelle, celle-ci privilégie la présence durable. À la fin de 2025, les chiffres accumulés s'imposent: plus d'1 million de retours, 28 bataillons opérationnels, des marchés repris dans 6 provinces.
Cet enchaînement de la rupture initiale aux résultats visibles forme une trajectoire nette. Un pays longtemps défini par la peur redécouvre le mouvement, la routine et l'habitable. Ce n'est ni un miracle ni un mythe, mais une succession d'ajustements continus qui transforment la survie en possibilité. Et une tension reste ouverte. Le rythme conquis peut-il réellement se maintenir? Le premier indicateur repose sur une ligne claire, du manque vers l'excédent, avec une progression de plus 12% de la production vivrière entre 2024 et 2025. Ce pourcentage, modeste en apparence, représente des centaines de milliers de tonnes qui n'étaient plus disponibles depuis une décennie. La hausse témoigne d'un redressement agricole réel porté par l'accès sécurisé aux champs, rendu possible par les zones stabilisées. Chaque récolte consolidée devient un ancrage contre l'instabilité et un marqueur matériel de continuité. Le deuxième chiffre ouvre un pan essentiel de la trajectoire nationale. 1 milliard de dollars d'investissements mobilisés pour le plan agropastoral 2023-2025. Cette enveloppe ne relève pas d'un excès d'optimisme. Elle signale un transfert interne vers 8 filières structurantes: riz, maïs, viande, volaille, pêche, blé, tubercules et mangue. L'ampleur du financement traduit une orientation souverainiste où la sécurité alimentaire devient une dimension stratégique. Pour mesurer son impact, il suffit d'observer la reprise des greniers communautaires et l'apparition de premiers excédents locaux. Le troisième repère quantitatif touche la sécurité territoriale. 28 bataillons rapides couvrent désormais le nord et le centre. Chaque unité protège environ 200 km² et assure simultanément l'accompagnement civil. Ce dispositif a permis le retour d'1 million de déplacés, soit l'un des renversements démographiques les plus notables de la région sahélienne récente. Le chiffre ne reflète pas seulement un mouvement physique, il révèle un rétablissement symbolique de confiance envers l'État. À partir de ces trois mesures, le lien entre sécurité, production et retour devient lisible. Les zones stabilisées libèrent les champs restaurés produisent des vivres, les vivres alimentent les familles et renforcent la cohésion sociale. Cette chaîne suscite un changement d'habitudes observable dans les marchés rouverts, les registres scolaires réactualisés et les circuits commerciaux locaux qui reprennent souffle. L'ensemble fonctionne comme un système circulaire où chaque progrès renforce le suivant. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des vecteurs du mouvement, non pour incarner une figure héroïque, mais pour structurer une stratégie mesurable. Son approche consiste à relier la paix au sol, la souveraineté à la production et la stabilité à la présence administrative régulière. Les villages réhabilités, les coopératives féminines intégrées aux programmes alimentaires et les routes redevenues praticables en sont des manifestations concrètes. Les critiques, pourtant, demeurent. Certains observateurs occidentaux estiment que la réduction de l'aide extérieure pourrait étouffer l'élan économique. D'autres craignent que l'isolement diplomatique fragilise les filières agricoles. Ces inquiétudes s'appuient sur une idée répandue. Un pays sahélien manquerait de ressources internes pour reconstituer seul ses bases productives. Toutefois, la transformation des achats du programme alimentaire mondial, désormais orienté vers les coopératives locales, nuance cette hypothèse. En définitive, les données quantitatives s'alignent sur une cohérence unique, une souveraineté qui s'écrit par l'usage, non par la proclamation. Et derrière les équilibres obtenus, une question persiste, au bord du P5. Cette dynamique peut-elle absorber les chocs à venir? Les critiques extérieures formulent deux arguments structurés qui méritent d'être exposés dans leur version la plus solide. Le premier avance que la stratégie du Burkina Faso,
sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, risquerait d'isoler économiquement le pays. Selon cette lecture, la réduction volontaire de la dépendance à l'aide pourrait priver les zones rurales d'un soutien technique essentiel, ralentir la modernisation agricole et affaiblir la capacité de l'État à répondre aux urgences climatiques. L'isolement diplomatique, ajouté aux tensions régionales persistantes, est perçu comme un facteur d'asphyxie progressive. Dans cette logique, la souveraineté prônée serait davantage un pari qu'un plan durable. Le second argument soutient que la sécurité obtenue reste trop fragile pour servir de socle à une transformation structurelle. Les attaques parues près des frontières du Niger et du Mali en 2024 sont citées comme preuve que le cadre stabilisé demeure réversible. Pour cette analyse, l'absence de ressources financières considérables obligerait l'État à disperser ses efforts, au risque de voir les programmes sociaux s'essouffler. La stabilité obtenue serait donc conjoncturelle, portée par une mobilisation intense mais difficile à maintenir sur plusieurs années. Face à ces deux thèses, la réponse issue des données et des dynamiques locales nuance le tableau. Le redéploiement de 28 bataillons rapides, chaque unité couvrant près de 200 km², a permis non seulement la sécurisation, mais aussi l'accompagnement civil coordonné des villages repris. Le retour d'1 million de déplacés montre que la confiance sociale a retrouvé un socle tangible. Parallèlement, le basculement du programme alimentaire mondial, devenu acheteur de produits locaux, démontre que la réduction de dépendance n'équivaut pas à une fermeture isolante, mais à une réorientation des flux. La croissance de plus 12% de la production vivrière entre 2024 et 2025 indique que la sécurité, même imparfaite, suffit déjà à remettre en marche des filières entières. Ainsi, si les inquiétudes sont cohérentes, les faits issus du terrain indiquent une recomposition moins fragile qu'il n'y paraît. Une tension demeure toutefois en suspens. La cohérence actuelle saura-t-elle résister aux pressions régionales persistantes? On peut observer qu'une bascule silencieuse apparaît. Elle ne tient ni à une victoire militaire ni à un événement spectaculaire, mais à un glissement presque imperceptible du quotidien, le moment où les habitants cessent de revenir et recommencent à rester. Ce pivot, noté dans plusieurs villages du Sahel occidental, marque un changement de dynamique. Là où la sécurité servait d'abri, elle devient désormais une condition de projection. Dans ce nouveau cadre, l'approche d'Ibrahim Traoré se lit autrement. La doctrine frapper vite puis rester cesse d'être une formule opérationnelle pour devenir une méthode sociale. Les écoles ne rouvrent plus temporairement. Elles maintiennent leurs horaires. Les marchés ne testent plus leur résilience. Ils reprennent leurs cycles hebdomadaires. Les patrouilles ne rassurent plus seulement. Elles stabilisent les liens entre administration locale et famille revenue. Un détail, souvent ignoré, illustre la mutation. Les radios communautaires rediffusent quotidiennement en langue locale, signe que l'espace public se reconstruit. Ce retour de la voix civile dans les zones autrefois muettes rappelle que la sécurité n'est plus seulement une promesse, mais une routine. Et cette routine soulève la question ouverte depuis P6. Que devient un territoire lorsque le présent cesse d'être provisoire? Pour ce qui concerne ce niveau, les effets visibles au niveau national émergent d'abord dans l'agriculture. Dans le nord et le centre, les récoltes retrouvent une régularité perdue depuis des années. Les canaux d'irrigation remis en état ramènent l'eau là où la poussière dominait encore récemment. Les semences fournies par l'État produisent davantage, créant un cercle de prévisibilité pour les villages réinstallés. Pour la première fois depuis une décennie, le riz local concurrence sérieusement les importations, signe que la souveraineté alimentaire n'est plus théorique. À l'échelle du pays, cette dynamique stabilise les prix, réduit les tensions saisonnières
et restaure une forme de confiance collective. Pour ce qui concerne ce niveau, les entreprises locales, autrefois paralysées par l'insécurité, réapparaissent dans les marchés régionaux. Les coopératives bâties autour des produits vivriers structurent de nouveaux circuits. Les artisans reconstituent leur chaîne d'approvisionnement, rompue par des années de violence. À Bobo Dioulasso, la future usine de transformation de viande, soutenue par la Banque africaine de développement, prévoit 3 000 emplois, indiquant une confiance nouvelle envers la capacité productive du pays. Derrière ces signaux, un mécanisme commun: plus les routes sont sûres, plus les commerçants circulent, plus les marchés s'animent. L'économie retrouve ainsi une respiration progressive presque organique. Pour ce qui concerne ce niveau, les gestes du quotidien révèlent les transformations les plus profondes. Les femmes vont chercher l'eau sans escorte. Les enfants reprennent l'école avec des repas issus de la production locale. Dans les cliniques, appuyées par le programme RAMU, les soins deviennent accessibles, les familles rapatriées récupèrent un papier d'identité et stabilité administrative. Les ménages n'hésitent plus entre acheter du mil ou des médicaments, et la prévisibilité alimentaire redonne de la cohésion au foyer. Cette amélioration diffuse rend tangible une conviction que répète souvent Ibrahim Traoré: la dignité commence par la sécurité quotidienne. Pour ce qui concerne ce niveau, au-delà des frontières, la trajectoire burkinabé attire l'attention. Mali et Niger observent avec insistance ce modèle d'autonomie prudente. Les convois humanitaires traversent désormais les lignes, non pour secourir, mais pour vendre la production locale, inversant un flux longtemps unidirectionnel. Dans les capitales voisines, la réussite partielle du Burkina Faso suscite une interrogation. Comment un pays isolé parvient-il à regagner du terrain en si peu de temps? La réponse se lie dans la cohérence entre sécurité, souveraineté et solidarité. Cette cohérence, encore fragile, offre pourtant une démonstration régionale inattendue. Un pays sahélien peut se redresser par ses propres systèmes, sans nier ses alliances. À ce stade, la question suspendue depuis P8 trouve son premier écho. Quel avenir pour une stabilité construite par accumulation plutôt que par rupture? Dans une perspective de base, dans la trajectoire la plus probable, le Burkina Faso consolide progressivement les zones déjà stabilisées. Les bataillons, maintenus sur leurs positions actuelles, sécurisent les accès essentiels, tandis que les administrations locales poursuivent la réactivation des registres, des écoles et des marchés. Les programmes sociaux pour l'identification, RAMU pour la santé, continue de couvrir les familles revenues, garantissant une continuité minimale des services. Le défi central devient logistique: conserver l'équilibre entre sécurité et production sans disperser les ressources humaines. Si cette cohérence se maintient, le pays pourrait atteindre un niveau de stabilité fonctionnelle durable, sans pour autant éliminer les tensions frontalières. Scénario optimiste: dans la meilleure configuration, les investissements agricoles atteignent pleinement leur maturité au cours de la saison 2026. Les récoltes se renforcent suffisamment pour réduire davantage les importations alimentaires. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, trouvent du travail dans les filières en expansion: transformation de viande, coopératives féminines, marchés vivriers. L'effet combiné de la sécurité territoriale et de la souveraineté productive offre alors un socle solide permettant à Ibrahim Traoré de consolider sa position intérieure. À l'échelle régionale, cette trajectoire pourrait redéfinir les liens entre États sahéliens sur la base d'une interdépendance africaine plutôt que d'une tutelle extérieure. Ce scénario reste exigeant mais plausible si la cohérence politique demeure. Scénario pessimiste: la version la plus difficile repose sur un retour des tensions régionales. Si les attaques frontalières se multiplient, les marchés pourraient ralentir,
la fatigue sociale réapparaître et les programmes sociaux s'essouffler faute de ressources financières suffisantes. Le risque majeur n'est pas l'effondrement de l'État, mais l'érosion graduelle de la confiance acquise depuis 2022. Une telle situation rappellerait que la stabilité sahélienne demeure un équilibre instable où chaque choc climatique, économique ou sécuritaire peut rapidement amplifier les fragilités. Entre ces trois futurs possibles, une leçon commune se dégage. Aucun pays ne se reconstruit en un mandat, mais en une génération. Pour un travailleur européen, un agriculteur asiatique ou un étudiant américain, l'histoire du Burkina Faso résonne comme un miroir décalé. Chaque groupe y trouve un écho différent, mais tous perçoivent une même question. Qu'advient-il lorsque la dignité devient une pratique quotidienne plutôt qu'un slogan? Le récit burkinabé ne parle pas seulement d'un territoire. Il touche à une logique universelle du travail, de la stabilité et de la souveraineté vécue. Pour ceux du groupe A habitués à des étapes prévisibles, l'expérience burkinabé rappelle la fragilité des systèmes réputés solides. Le fait qu'une simple école rouverte ou un marché sécurisé puisse changer la trajectoire d'une région entière réintroduit une vérité fondamentale. Les institutions ne tiennent que par les routines qu'elles rendent possibles. Cette leçon, discrète mais puissante, invite à repenser la notion de sécurité proche du foyer. Le groupe B, composé de sociétés plongées dans les crises écologiques ou économiques, y voit un autre message. La reconstruction burkinabé montre qu'un territoire peut se relever à partir du sol, des outils et des ressources locales, que l'autonomie n'est pas un luxe mais une forme de résilience, que les communautés peuvent stabiliser leur propre système lorsque les mécanismes extérieurs deviennent incertains. Cet exemple n'est pas un modèle à copier, mais une démonstration de principes adaptables. Enfin, le groupe C, celui des jeunes générations en quête de sens, perçoit dans le parcours d'Ibrahim Traoré une invitation implicite. Construire plutôt qu'attendre, réparer plutôt que contourner, participer plutôt que se détourner. Le Burkina Faso montre que les gestes minuscules peuvent devenir une politique. Et derrière ces trois perspectives, une question demeure. Qu'est-ce que chacun est prêt à entretenir pour que la stabilité prenne racine? La trajectoire esquissée ces dernières années prend forme à travers un ensemble de mesures simples mais cumulatives. Le premier axe consiste à sécuriser le terrain humain, des patrouilles mixtes, armées, police, volontaires, civils maintiennent une présence continue dans chaque zone reprise. Leur rôle n'est pas d'occuper, mais d'assurer que la vie quotidienne puisse reprendre sans rupture. La mesure de succès est directe. Routes praticables, marchés rouverts, écoles fonctionnelles. Le deuxième axe repose sur la formalisation des identités. Grâce au registre social unique, chaque famille rapatriée reçoit un numéro garantissant l'accès aux services de base. L'objectif, fixé pour la fin 2026, est qu'aucun foyer ne reste invisible. L'impact se mesure par l'intégration administrative progressive et la baisse des blocages dans l'accès aux aides. Troisième étape, relancer la production. Le programme agropastoral 2020-2025 doit être prolongé jusqu'en 2027 pour stabiliser les gains obtenus. Priorités: irrigation, semences locales, formation de jeunes agriculteurs. Chaque hectare cultivé devient une unité de stabilité. L'indicateur est clair, rendement régulier et circuits vivriers locaux maintenus. Quatrième axe, protéger la santé. Le système RAMU vise une couverture médicale étendue, appuyée par des cliniques mobiles destinées à atteindre 80% du territoire d'ici un an. Le suivi repose sur le nombre de consultations et sur la capacité à maintenir les services dans les zones reculées. Enfin, cinquième axe, consolider la gouvernance. Ibrahim Traoré mise sur la transparence des données.
Les communes doivent publier leur bilan trimestriel. La stabilité ne repose pas sur les déclarations, mais sur la circulation visible de l'information. L'indicateur se mesure en conformité administrative et en régularité des rapports. Ces 5 étapes fonctionnent comme un système. Chacune renforce la suivante. Et une interrogation, ouverte depuis P10, revient avec insistance. Cette cohérence peut-elle durer dans le temps? Au crépuscule, Awa ferme une fois de plus la porte de sa salle de classe, comme elle le faisait déjà dans les premiers jours de son retour. Le même geste, répété, trace un fil entre la fragilité d'hier et la stabilité d'aujourd'hui. Dans la rue, Souleyman termine de ranger ses outils. Son atelier de tôle rouillé, que beaucoup considéraient provisoire, est devenu le symbole discret d'une normalité retrouvée. Ces deux trajectoires, modestes mais tenaces, rappellent que la reconstruction se mesure rarement dans les cérémonies. Elle se lie dans les habitudes. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette routine acquiert une portée collective. Ce ne sont ni les discours ni les chiffres qui modèlent le pays, mais ces gestes infimes qui s'additionnent jour après jour. Le Burkina Faso ne prétend pas offrir un modèle. Il montre seulement qu'un territoire blessé peut se redresser à partir de la constance de ses habitants. Et, au-delà des analyses, une vérité demeure. La dignité renaît dans les gestes quotidiens. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement ses frontières. Dans chaque puits réparé, chaque marché repris et chaque école rouverte, une idée simple circule. La stabilité ne descend pas du ciel, elle se cultive au quotidien. Cette logique, née dans la poussière du Sahel, résonne avec un monde où les crises se multiplient et où les certitudes vacillent. Observer ce parcours, ce n'est pas chercher un modèle à copier, mais reconnaître la force discrète des communautés qui se relèvent. Pour ceux qui suivent cette histoire, la question n'est plus seulement géopolitique, elle devient personnelle. Que serions-nous capables de reconstruire, nous aussi, en commençant depuis le sol? Quelles habitudes, quels gestes, quelle solidarité pourrions-nous entretenir dans nos propres sociétés? Si cette analyse vous éclaire, si elle ouvre un angle nouveau sur l'expérience burkinabé, poursuivez la réflexion, posez vos questions ou partagez ce récit autour de vous. La conversation souvent est la première pierre de la compréhension collective.